Salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent et une vidéo de bref de jeu pour septembre 2019. Si jamais tu veux en savoir plus en détail sur l'ossature de cette émission, va directement sur cette bulle, je te détaille tout le concept de bref de jeu. Si jamais tu sais ce que c'est, on va passer directement à ma sélection du mois de septembre. Volfirion de chez Légion Distribution, 7 match de chez Prétexte et Palm Island de Nuts Publishing. Alors comme d'hab, je vais te parler un peu de comment ça marche et de ce que j'en pense. Et à la fin, je donne un coup de cœur du mois de septembre. On y va! Allez, je commence par le premier jeu de cette sélection, Volfirion, en VO chez Tabula Games, en VF chez Légion Distribution, qui s'occupe aussi de la distribution en boutique. Il s'agit d'un jeu de deck building créé par Alessandro Veracci, ou Veracchi, je prononce mal, désolé, et Federico Tini. C'est un jeu qui va se jouer de 1 à 2 pour des parties approximativement de 30 minutes, et avec lequel tu vas même pouvoir jouer jusqu'à 4 si tu achètes 2 boîtes. Au début de la partie, chaque personne reçoit 10 cartes. On a exactement la même pioche que son adversaire. On va installer aussi au milieu de la table une rivière de cartes de 5 cartes, un peu comme tu peux le voir dans Star Realms ou Hero Realms. La pioche de cartes sera à côté, et il y aura aussi l'antre de Volfirion qui sera sur le côté de la zone de jeu, ainsi que la pioche de merveille et de cartes merveilles révélées. Et pour finir ta zone de jeu à toi, tu as 3 cités qui sont posées devant. Le but du jeu étant de détruire les 3 cités adverses. Au début d'un tour, tu te retrouves avec 5 cartes en main, sauf si une carte t'indique le contraire. Les cartes que tu vas poser vont t'apporter des points d'ordre, qui est la monnaie qui te permet d'acheter des cartes sur la rivière de cartes, des points de combat pour aller attaquer Volfirion, mais ça on y viendra un peu plus tard, et surtout les cités adverses, ou des points de savoir qui vont te permettre d'acquérir des merveilles et d'aller un peu embêter celles des autres. Pour acheter une carte, c'est très simple, tu crames le nombre de points qu'il faut pour acheter une des cartes de la rivière, et pour attaquer une cité adverse et la détruire, il faut juste que ton attaque soit supérieure à sa défense. Si jamais tu as des cartes que tu poses qui ont un symbole de casque ou de tour, ça veut dire que ce sont des cartes que tu vas devoir poser sur l'une de tes cités. Tu noteras qu'elles ont 2 emplacements, ça va te permettre de les altérer en fait en ajoutant des points de défense ou alors des points d'attaque, d'ordre et de savoir. Bien évidemment, c'est un jeu de deck building, et qui dit deck building dit jeu à combinaison de cartes. Tu as plusieurs catégories de cartes qui sont symbolisées par une couleur, et plus tu en as de la même couleur au sein du même tour, plus ça te fait des effets puissants, qui vont t'aider à piocher en plus, à gagner tel point, ou à défausser des cartes chez l'adversaire, ou qui vont te permettre de défausser des cartes qui ne te servent plus à rien, afin de rendre ton deck plus efficace. Tu peux aussi acheter des cartes merveilles qui sont sur le côté du plateau, sous Volfirion. Il suffit de dépenser le savoir requis pour la mettre dans ta zone de jeu. Alors c'est un peu l'équivalent des permanents à Magic, c'est comme un artefact, ça reste en jeu et ça s'utilise à chaque tour. Et enfin, dernier gros point de règle, tu peux utiliser Volfirion. Et là, ça se fait de 2 façons différentes. La première, elle est assez simple, si tu cumules 16 points d'attaque, eh bien tu lui défonces la tronche et tu récupères une cité supplémentaire. C'est l'antre de Volfirion qui va t'accorder pas mal de bonus. L'autre façon de faire est de dépenser 8 points de savoir afin de l'envoyer de son antre vers une cité adverse. Si tu fais ça, et que le dragon est encore présent dans la cité à la fin du tour de l'adversaire, cette cité est détruite. À la fin du tour, on remplace tous les trous causés par les achats de cartes, et on passe la main à la personne suivante, etc. etc. Allez, je vais attribuer des bonus-malus à ce jeu en débutant par le matos. Alors, tout d'abord, le prix est assez abordable pour ce qu'il y a dedans, hein, t'es autour de 20 balles, si je ne dis pas de bêtises, et le matériel est assez qualitatif, assez agréable au toucher. Ensuite, les illustrations. Là, c'est à double tranchant. Alors moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'adore l'aspect un peu éthéré de certaines illustrations qui sont vraiment très très belles. Et d'ailleurs, les icônes de points de savoir, d'attaque et d'ordre ne jurent pas avec les illustrations. Donc ça se marie plutôt bien. Après, le problème, c'est que ce sont des illustrations d'Heroic Fantasy. Ça thématise vraiment le jeu de manière forte. Et ça peut encore freiner certaines personnes qui seraient intéressées par ce genre de jeu. Bon, c'est vrai que l'Heroic Fantasy, c'est extrêmement popularisé, mais il y a encore quelques petits blocages là-dessus. On passe aux règles désormais. Alors le jeu, dans une si petite boîte, te permet pas mal de choses, question profondeur de jeu et question intensité. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il y a notamment une grosse dose de prise de risque dans le jeu. Est-ce que je vais attaquer Volfirion? Est-ce que je vais l'envoyer là-bas, quitte à ne pas pouvoir faire mes combos correctement ou attaquer l'adversaire? On a l'impression qu'à chaque tour, c'est très tendu, que ça peut se jouer là et te donner un gros avantage ou un gros retard sur ton adversaire. Côté de la notice, on est sur un truc
assez cool, c'est sobre, elle est bien écrite, elle est bien organisée, il y a des exemples qui sont utilisés de manière juste et correcte, il n'y a rien à dire là-dessus. Petit moins, dont j'aurais pu parler dans le matériel, mais qui intervient aussi ici, les couleurs de cartes pour savoir quoi combotte avec quoi. Les catégories de cartes sont simplement représentées par un bandeau sur le côté de celle-ci, et que je trouve personnellement assez peu lisible à cause des illustrations. Donc là, ça charge légèrement visuellement parlant. Et puis pour le côté Daltonien friendly, on repassera. Pour comparer avec Star Realms et Hero Realms, bah, chaque faction c'est très simple. Il y a un symbole bien différent du reste, une couleur bien différente du reste, et chaque faction a une charte graphique qui est quand même assez forte, donc du coup ça aide vachement à la lisibilité. Ici j'avoue que ça peut gâcher le plaisir de jeu sur les premières parties. Après qu'on soit habitué, il n'y a plus aucun problème. Ensuite, la rejouabilité. Alors là, c'est à mon avis le gros point fort du jeu. Le mode 1 contre 1 est déjà extrêmement rejouable, mais alors le jeu te rajoute une palanquée de variantes. Alors déjà, tu as des cartes que tu peux ajouter à la pioche générale qui vont t'accorder de nouveaux points de règle, de nouvelles merveilles aussi, mais en plus, tu as un petit lien web à la fin de la notice qui va te donner d'autres variantes encore, un mode solo, un mode coopératif, un mode 2v2. Bref, pour pas forcément un copec de plus, t'as un jeu qui est super balèze et super facilement transportable. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné Volfirion? Je kiffe plutôt les jeux de deck building. Donc forcément, ça m'attire l'œil beaucoup plus facilement. Ensuite, il y a la rejouabilité qui est vraiment balèze par rapport à ce que peuvent proposer d'autres jeux pour à peu près le même prix. Donc j'avais quand même vachement envie de voir ce qu'il avait dans le bid. Allez, j'enchaîne avec 7 et Match, un jeu édité par Prétexte et créé par Philippe Latars. C'est un jeu de tennis et de pichenette pour 2 ou 4 personnes qui va durer à peu près 15 à 30 minutes. Le jeu est distribué par Novalis, une filiale d'Asmodée, et est donc trouvable très facilement en boutique spécialisée, pour un prix qui avoisine les 20 €. Ok, Gustavo Kuerten. Ton jeu de pichenette, ça marche comment? Bah, le jeu est super simple, tu vas jouer grâce à des petits coups de pichenette pour l'emporter sur ton adversaire. Un tour de jeu se passe exactement comme dans un match de tennis. Si tu es au service, tu vas commencer à engager le jeu, tu dois forcément tirer en diagonale, le but étant à chaque fois de faire arriver la balle de l'autre côté du filet sans déborder des contours du jeu. Et tu noteras qu'à chaque fois que tu tires, ton palais il va arriver sur des zones où c'est marqué 0, plus 1, plus 2. Et bah, simplement, quand ton palais va arriver sur une zone avec un chiffre, tu vas augmenter ton curseur de points sur le côté du plateau d'autant de points que cette case. Si tu arrives au bout, tu remportes le point, ça veut dire que tu as fait un coup gagnant et on passe au tour suivant. Bien évidemment, si tu es au service et que tu tombes sur une case Ace, bah, tu gagnes le point directement. La partie va se terminer au bout de 3 sets qui contiennent chacun 3 jeux, histoire d'éviter une partie de 14 heures. Et en gros, va exactement falloir faire comme au tennis. Il faut que tu pièges ton adversaire en lui faisant des coups tordus pour gagner des points et pour le forcer à prendre des risques pour rattraper son retard, ce qui lui fera faire forcément des erreurs de jeu. Et bien sûr, tu as une variante pour jouer à 4 qui permettra de jouer simplement en double. Ok, passons au bonus-malus. D'abord, le matos. Alors le matos, il est super simple. Tu as simplement un plateau de jeu, 2 palets avec de la feutrine à coller. Tu as un pion pour l'avancée du jeu en cours et tu as des petits picots de chaque côté du cours pour noter l'avancée en termes de points et en termes de sets. Et c'est tout. C'est un jeu clé en main, facile à installer, avec une installation d'à peu près 45 secondes. Le plateau est plutôt simple, mais plutôt de bonne qualité, et puis le palais est assez bien fichu aussi, notamment avec ce petit point noir qui est inscrit dessus, qui permet de déterminer si ta balle dépasse la ligne ou pas. Et ça, c'est bête, mais c'est vachement ingénieux. J'ai repéré 2 petits pépins sur le matériel du jeu. D'abord, les compteurs de points qui sont sous forme de picots. Ça tient assez mal, sauf si tu mets cette partie-là du plateau légèrement en dehors de la table, ce qui, on est d'accord, n'est pas très sexy. Autre pépin que j'ai relevé, la feutrine. Je trouve que ça va un peu fort quand je mets des coups de pichenette. Alors après, c'est à nuancer, les jeux d'adresse, de pichenette, de lancer de dés, etc., je suis absolument nul à chier. Mais bon, au bout d'un temps, au cours d'une partie, on arrive à contrôler. Faut pas hésiter à faire comme un match de tennis en fait. Faut faire des jeux à blanc pour s'entraîner, en fait, s'échauffer ses petites mimines. On passe aux règles désormais, et d'abord la notice qui est assez clairement écrite, elle est très sobre, hein, c'est sur du papier recyclé en noir et blanc, il n'y a pas de fioritures, mais par contre il y a de bons exemples qui illustrent bien avec de bonnes mises en situation le jeu, les variantes sont bien expliquées aussi.
D'ailleurs, les petits pépins qu'il y a eu sur la notice sont corrigés par l'éditeur au fur et à mesure. Je te mettrai un lien Google Drive mis à disposition par l'éditeur pour que tu puisses voir ça de plus près. Et puis, je trouve que les règles prennent vraiment tout leur sens quand tu mets le plus de variantes possible, parce que tu vas être vraiment le plus proche possible de l'ambiance d'un cours de tennis. Donc comment tu vas régler quand tu fais une let sur un service, comment tu vas régler le nombre de services que tu peux faire avant de perdre le point, etc., etc. On passe à la rejouabilité, et pour être honnête, des 3 jeux que je te propose aujourd'hui, sur le papier, c'est celui qui a le moins de rejouabilité. Mais c'est un truc qu'il faut nuancer quand même. D'abord, c'est pas un jeu que tu vas sortir n'importe quand, n'importe comment et à chaque occasion. T'es pas sur un Bank Duel, un Jaipur ou un TTMC quand t'es à pas mal. Le jeu, il est à mi-chemin entre un jeu d'adresse presque d'ambiance, pour le côté pichenette, et un jeu de réflexion, de stratégie, de tactique. Parce que du coup, c'est vachement chaud à gérer, mine de rien. Et en général, les formats bâtards, c'est qui tout double. Ensuite, personnellement, je pense que le paroxysme de sa rejouabilité doit être atteint en tournoi. Alors, il y a pas mal de tournois de 7 et match qui ont tourné un peu partout, dans divers festivals ces derniers mois. Et je pense que vraiment, quand tu es à 16 et que tu te fais un tournoi, donc tu as 15 adversaires potentiels, question rejouabilité, tu vas devoir t'adapter à chaque fois. Et je pense que c'est tout le sel et le piquant du jeu. Et puis encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, tu as la variante qui te permet de jouer en double, ce qui va t'apporter forcément beaucoup de rejouabilité en jouant avec un binôme en tandem. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 7 et match? Eh bien, d'abord, la simplicité du matériel. Le jeu, c'est une simple boîte, il y a un plateau, il y a quelques jetons, enfin ça se fait très vite. Donc ça, c'est vrai que cette proposition ludique m'a semblé assez cool. Et en plus, t'as vraiment une ambiance qui se dégage des parties, t'as vraiment l'impression d'être un espèce de Gustavo Kuerten ou un André Agassi. Ouais, enfin, même si, en ce qui me concerne, ça serait plutôt une version pas sportive et avec un peu de bide. Bref, t'as vraiment l'impression d'être sur un cours de tennis. Et l'autre raison, c'est que les jeux de sport sont des ovnis sur le marché du jeu de société. En général, c'est pas très glorieux en termes de succès. Et ici, ça semble être le contraire, tant en termes de hype, de succès d'estime, que de succès commercial. Alors, j'avais envie de voir ce qu'il avait sous le capot. Allez, on passe au 3e et dernier jeu de cette sélection de septembre 2019, Palm Island, édité en VO par Portal Dragon, édité en VF par Nuts Publishing, créé et illustré par John Mietling. Palm Island est un petit jeu de cartes pour 1 à 2 personnes, et même 4 si tu achètes 2 boîtes. Il est distribué par BlackRock Games, donc tu peux assez facilement le trouver dans n'importe quelle boutique spécialisée, autour de 12-13 balles. Alors, comment ça se joue? Et bien comme son nom l'indique, ça va se jouer dans la paume de sa main. Le principe va être très simple, il va falloir que tu obtiennes le plus de points de victoire à la fin de la partie, comme très souvent. Sauf que pour ça, il te faudra avoir tourné les cartes du bon côté. Le truc est simple, tu vas mélanger ton paquet au début de la partie et tu vas y ajouter la carte compteur de tours, que tu vas mettre au dos. La partie va durer 8 tours, sachant qu'un tour correspond à l'épluchage entier d'un paquet. Tu remarqueras que chaque carte a 4 zones, 2 au recto et 2 au verso. À chaque fois que tu vas jouer, ça va être très simple. Tu vas avoir le choix entre les 2 premières cartes du paquet. Selon les icônes situées sur la zone active que tu vas choisir d'activer, donc la zone active c'est la zone qui est en face de toi sur la carte que tu choisis et qui est sur la partie haute, tu vas pouvoir faire plusieurs choses. On peut stocker une ressource, c'est-à-dire qu'on va la pivoter à 90 degrés et la mettre derrière le paquet. Ou alors tu vas pouvoir la faire pivoter à 180 degrés. Tu peux aussi retourner ta carte sans la faire pivoter et la mettre au dos de ton paquet. Parfois, ces actions seront gratuites, mais très souvent, elles vont te demander de payer des ressources. Ressources que tu vas devoir remettre droite une fois que tu l'utilises. Tu continues comme ça jusqu'à la fin de la première manche, la deuxième, etc., jusqu'à la 8e. Et à la fin, tu comptes simplement tes points par rapport à une échelle de score qui est indiquée dans la notice. Quand tu es à 2 joueurs, c'est coopératif ou compétitif. Quand c'est coopératif, ça va se jouer à peu près de la même façon, c'est juste qu'il y a une carte désastre qui va s'augmenter au fur et à mesure de la partie, et à chaque tour, il faudra que les personnes défaussent des ressources pour éviter ce fameux désastre. En compétitif, il va y avoir 2 modes. Tu as un mode normal, où on joue sans chronomètre, sans rapidité, où on doit juste attendre l'adversaire si on est arrivé à notre carte fin de tour. Ou alors, tu as un mode rapidité qui va te faire jouer, comme son nom l'indique, plus rapidement. Dans tous les cas, il y a des cartes avant-poste qui vont être un peu la carotte de ce mode-là, qui vont te permettre de gagner pas mal de points, et de moins en moins, si t'es dans les derniers, à choper un avant-poste. Allez, on passe au bonus-malus, en commençant comme d'habitude par le matos. Et ici, ça va être assez simple, il n'y a que des cartes. Alors les visuels sont cool, les icônes de ressources sont cool aussi,
Mais ce qui fait la saveur du jeu, c'est vraiment le toucher de la carte. C'est assez agréable au toucher et le matériel est assez solide. Donc plutôt bien édité de ce point de vue-là. Côté règles, eh bien c'est encore un jeu de deck building, à sa façon, mais c'en est un quand même. Et ici, ça fonctionne super bien. Un peu comme dans Volfirion, t'as pas mal de combos à faire, de choix, t'as une notion de prise de risque, parce que effectivement, tu peux contrôler tes cartes au début de la partie, mais une fois que c'est lancé, tu peux plus trop voir ce qu'il y a dans ton paquet. Donc il faut te rappeler de ce que tu as retourné, histoire de savoir quelles ressources tu vas avoir à tel tour ou à tel tour. En si peu d'espace, en si peu de matériel, arriver à gérer autant de possibilités, chapeau bas à l'éditeur, parce que c'est vraiment, vraiment très bien foutu de ce point de vue-là. Bon, j'ai évoqué ça vite fait un peu plus tôt, les icônes sont cool, elles sont bien illustrées, elles ressortent bien, donc ça aide, question fluidité de la partie. Et heureusement, parce que la notice, je trouve un poil brouillonne. J'ai été assez surpris du nombre de fois où j'ai dû consulter la notice sur les 2-3 premières parties. Ça m'a fait un peu bizarre pour un jeu censé être aussi rapide. Et dernier point, la maniabilité des cartes. Alors, c'est une riche idée, mais je n'y arrive pas. Je crois que c'est un problème similaire à ce que j'ai sur 7 et match. Je dois pas être doué de mes mains, mais très souvent mes cartes tombent, surtout que tu peux mettre jusqu'à 4 cartes ressources de stocker de côté. Et quand tu arrives à ce point-là, c'est un peu embêtant à manipuler, surtout quand tu les remets droites, afin de ne pas mélanger les cartes autrement que l'ordre dans lequel elles sont. J'avoue que c'est un peu compliqué. Alors bien évidemment, côté rejouabilité, on est sur un truc super balèze. Et gros point fort, bah, c'est que tu peux y jouer n'importe où. C'est juste un paquet de cartes. Donc en fait, tu peux y jouer dans les transports, tu peux y jouer à ta pause pendant ta journée de boulot, pendant que tu attends au cabinet médical. T'es pas obligé d'être que chez toi ou chez des potes sur une table pour y jouer. Et ça, c'est plutôt un énorme avantage parce que tu vas pouvoir le sortir beaucoup plus souvent. Pourquoi ce jeu est dans ma sélection? Eh bien, en premier lieu, parce que le jeu, ou du moins le format que propose l'éditeur avec Palm Island, m'a super intrigué. Ça fait vraiment du bien de voir ce genre de pépites arriver encore sur le marché du jeu, sachant qu'on augmente la production d'année en année. C'est assez rafraîchissant et c'est assez agréable à voir. Ensuite, il y a l'éditeur et notamment son catalogue qui est extrêmement varié. L'Expédition perdue, 1066, One Deck Dungeon, La Grande Guerre, La Traque de l'Anneau, Australia, et puis toute une quantité de wargames historiques sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que c'est quand même assez détonnant et assez hétéroclite. Et aussi, pour l'instant, de ce que j'ai pu tester de chez eux, ça s'est toujours montré très qualitatif. Trêve de palabres. Balance le coup de cœur. Et bien cette fois-ci, j'ai eu beaucoup de difficultés à départager les trois, parce qu'ils m'ont procuré d'excellentes parties et d'excellentes sensations de jeu. Mais bon, je me suis imposé de donner un coup de cœur par mois, alors je vais tâcher de faire ça chaque mois. Et pour septembre 2019, c'est 7 et match qui remporte mon coup de cœur. Et là, tu vas certainement te demander pourquoi. Il est nul en jeu de pichenette, il est nul en jeu d'adresse, il a dit qu'il avait le moins de rejouabilité. Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeux de société à base de sport sont des ovnis, au mieux des ovnis. Et voir un jeu basé sur le sport qui marche, c'est un bon signe. Il y avait eu Dawn Force aussi qui avait pas mal marché, qui était sorti chez Yellow. Bon, il y avait aussi Formule D ou Formula D qui n'est plus à présenter. Mais à part ces deux exemples-là, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre. Malgré qu'il y ait eu quelques productions assez qualitatives. Ensuite, tu as l'histoire autour du jeu. Pour savoir, il y a eu un financement participatif par l'éditeur qui s'est passé sur KissKissBankBank. Il y a eu environ 3000 € récoltés auprès de 27 souscripteurs. Alors, c'est infiniment petit par rapport à ce qui peut se faire comme somme de souscription actuellement sur Kickstarter. Et là aussi, c'est assez rafraîchissant à voir. C'est un jeu inhabituel, avec un financement inhabituel, qui aujourd'hui est distribué en boutique, assez facilement trouvable. Et franchement, je ne peux que te recommander de te jeter dessus. Eh bien, c'est désormais la fin de cette brève de jeu de septembre 2019. Mais rassure-toi, je reviens le mois prochain avec 3 jeux. Tata, Michel Teasing, tu parles de quoi le mois prochain? Le mois prochain, je te parlerai de Ceylan, de Tiny Epic Mech et de Black Angel. Est-ce que t'as autant kiffé cette vidéo que j'ai kiffé cet match? Un petit pouce bleu est franchement le bienvenu, et si tu l'as pas déjà fait, un petit abonnement à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche serait franchement génial. Rappelle-toi que tu peux échanger avec nous en commentaire sous la vidéo YouTube et que tu peux aussi le faire sur les réseaux sociaux de l'internet mondial que sont Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, quant à moi, il ne me reste plus qu'à
te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine. Alors c'est Alessandro Veracchi et Federicotti. Oh. Il s'agit d'un jeu de deck building créé par Alessandro Veracchi.